Il commandait les conseils d'administration avec une volonté de faire et déplaçait les marchés d'un simple murmure. Marc Fournier, le prodige de la tech dont la fortune éclipsait le PIB d'une petite nation, croyait que chaque porte devait s'ouvrir pour lui, que chaque tête devait se courber. Il entra d'un pas conquérant dans le restaurant le plus exclusif de la ville, s'attendant à l'adoration, exigeant la déférence. Il était un roi dans une cité de titans, drapé de soie sur mesure et de l'aura enivrante du pouvoir. Mais dans ce temple de la gastronomie, son royaume était sur le point d'être défié. Il allait apprendre que le passé n'est jamais vraiment enterré, et qu'un seul mot d'une humble serveuse pourrait faire voler en éclats son monde soigneusement construit et mettre à genoux son empire doré. L'air nocturne du centre de Paris était chargé de la promesse de l'exclusivité et du bourdonnement lointain d'une ville qui ne dormait jamais. Une Bugatti Chiron, de la couleur d'un ciel de minuit sans étoiles, glissa jusqu'à un arrêt silencieux devant les portes en laiton poli de l'Étoile polaire. Ce n'était pas simplement un restaurant. C'était une déclaration. Avec une liste d'attente de 3 mois et une réputation d'accueillir des oligarques, des rockstars vieillissantes et les architectes discrets de la finance mondiale, obtenir une table était une conquête en soi. Le voiturier, un jeune homme nommé Léo, avec des yeux qui avaient vu plus de luxe qu'il n'en posséderait jamais, se précipita. Avant même qu'il ne puisse toucher la poignée, la portière du conducteur s'ouvrit brusquement. Un homme en sortit, non pas avec la grâce langoureuse de la vieille fortune, mais avec l'énergie cinétique et tranchante d'un prédateur. C'était Marc Fournier. C'était un homme sculpté par l'ambition. Son costume, une création sur mesure de Dior Homme, coûtait probablement plus cher que la voiture de Léo. Une montre Patek Philippe, la Grand Master Chim, dépassait de son poignet, un testament de 2,5 millions d'euros à son succès. Son visage n'était que des angles vifs et des yeux bleus perçants encadrés par des cheveux sombres coiffés avec une précision calculée. Il ne se contentait pas de marcher. Il consumait l'espace autour de lui. Il jeta le porte-clés à Léo sans établir de contact visuel. « Ne la rayez pas !» Il articula les mots, moins une demande qu'un ordre, soutenu par la menace tacite de son immense richesse. Une femme glissa du côté passager. C'était Olivia Moreau, une journaliste de renom pour le magazine Challenge. Sa réputation était aussi redoutable que celle de Marc. Elle n'écrivait pas d'articles complaisants. Elle écrivait des dissections. Décrocher un profil approfondi avec elle était une épée à double tranchant qui pouvait cimenter un héritage ou exposer la pourriture sous le plancher. Le dîner de ce soir était la dernière partie officieuse d'un processus d'interview d'1 mois, la partie où elle jaugerait l'homme derrière le mythe, le moment où la garde était censée être baissée, révélant une vérité plus brute. Elle observait déjà, son esprit enregistrant chaque micro-expression, chaque geste de pouvoir. Marc était conscient de son regard, et il jouait son rôle à la perfection, celui du maître de l'univers dont le sol même qu'il foulait semblait s'adapter à sa démarche. Pour lui, ce dîner n'était pas une conversation, c'était une performance finale, la consolidation de sa légende. Il voulait qu'Olivia reparte non seulement impressionnée, mais intimidée, convaincue qu'elle avait rencontré une force de la nature, pas simplement un homme d'affaires. L'arrogance n'était pas un défaut pour lui, c'était un outil, une armure et une arme. Il avait appris très tôt que le monde ne vous donnait pas le respect, vous le preniez, par la force si nécessaire. Ce soir, il prendrait le respect d'Olivia, la meilleure table du restaurant, et tout ce qu'il désirerait d'autre, car dans son monde, le désir était synonyme de droit. Ayal ne se doutait pas un seul instant que les fondations mêmes de ce monde étaient sur le point de trembler, fissurées par un fantôme de son passé qu'il croyait avoir anéanti depuis longtemps. La nuit parisienne n'était qu'une toile de fond pour sa grandeur, et l'étoile polaire n'était qu'une autre scène pour son triomphe. Entrée impressionnante, nota Olivia, sa voix douce, mais avec une pointe journalistique qui ne manquait rien. L'étoile polaire un vendredi soir. Vous avez dû tirer quelques ficelles. Marc offrit un sourire bref et satisfait. Les ficelles, c'est pour les marionnettes, Olivia. Moi, je construis la scène. Il se dirigea vers l'entrée, s'attendant à ce que le monde s'écarte devant lui, et ce fut le cas. Les lourdes portes furent ouvertes par un portier qui offrit un déférent « Bonsoir, monsieur ». L'intérieur de l'étoile polaire était une symphonie d'opulence feutrée. Un éclairage bas et chaleureux scintillait sur les verres en cristal et les couverts en argent. L'air sentait la truffe, le vieux cuir et l'argent. Un doux murmure de conversation de l'élite de la ville fournissait une bande sonore discrète et élégante. Chaque détail, du poids du lin des nappes à l'alignement parfait des verres, était conçu pour projeter une aura de perfection intouchable. C'était un sanctuaire pour ceux qui avaient réussi, un refuge loin du chaos de la vie ordinaire, un lieu où le pouvoir et la richesse pouvaient se détendre et être servis sans question. Au pupitre d'accueil se tenait Jean-Luc, le maître d'hôtel, un homme à la posture impeccable et un vétéran de 3 établissements étoilés au Michelin.
Il était le gardien de ce sanctuaire de l'art culinaire, son visage un masque de professionnalisme poli, ses yeux capables d'évaluer la valeur nette d'un client en un seul coup d'œil. Il tenait un grand livre de réservation relié en cuir comme un texte sacré, la source de son pouvoir considérable dans ce petit royaume. Il avait refusé des princes et des célébrités avec le même regret poli et inébranlable. Sa loyauté n'allait pas aux plus riches ou aux plus célèbres, mais à l'ordre et à l'intégrité du restaurant lui-même. « Bonsoir, dit Jean-Luc, son accent français poli par des décennies de service à Paris. Avez-vous une réservation ? Marc balaya la pièce du regard, son regard rejetant les tables parfaitement dressées dans la salle à manger principale. Ses yeux se posèrent sur la banquette élyséenne convoitée, une alcôve semi-privée près de la grande fenêtre donnant sur le parc, offrant à la fois intimité et une vue imprenable sur tout le restaurant. Elle était actuellement occupée par un couple de personnes âgées célébrant tranquillement ce qui semblait être leur noce d'or. Il semblait hors du temps, une image de grâce tranquille au milieu de l'agitation discrète de l'élite parisienne. Fournier, déclara Marc, comme si le nom lui-même était une réservation. Je prendrai la banquette élyséenne. Le sourire professionnel de Jean-Luc ne vacilla pas, mais une lueur de consternation traversa ses yeux. Il consulta son livre, connaissant déjà la réponse et sentant la confrontation inévitable. Ah, monsieur Fournier, mes excuses, mais la banquette élyséenne est occupée. J'ai une table ravissante pour vous juste ici, près de la cheminée centrale. Une table magnifique, en effet, mais pas celle que Marc avait décrétée sienne. Pour Marc, ce n'était pas une question de confort ou de vue, c'était une question de statut. La meilleure table était un trône, et il ne s'asseyait jamais ailleurs. Le sourire de Marc s'évanouit. Il se pencha légèrement en avant, sa voix tombant dans un ronronnement bas et menaçant. Je pense que vous m'avez mal entendu. Je ne demande pas une table. Je vous dis laquelle je prends. Celle-là. Il fit un geste du menton vers la banquette près de la fenêtre. Olivia Moreau se recula légèrement, son expression neutre, mais son esprit était un magnétophone en marche. Note de comportement, affirme sa domination, rejette les protocoles établis, considère le personnel de service comme des obstacles. C'était du matériel brut, non filtré, le genre de détail révélateur qui transformait un simple profil en une analyse psychologique profonde. Elle pouvait déjà sentir les contours de son article prendre forme, non pas autour de ses réalisations commerciales, mais autour de la nature brute de son pouvoir et de la manière dont il l'exerçait sur les plus petites interactions. Jean-Luc, un homme habitué aux caprices des puissants, tint bon avec une diplomatie exercée. « Monsieur, les clients de cette banquette sont avec nous depuis plus d'une heure. Il serait tout à fait impossible de leur demander de se déplacer. Je peux vous assurer que la table près de la cheminée est l'une de nos meilleures. »« Impossible. » Marc laissa échapper un rire bref et incrédule, un son dénué de toute chaleur. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Je suis le PDG d'Etherdynamic. La valorisation de ma société a augmenté de 12 milliards d'euros au dernier trimestre. C'est plus que la valeur nette de chaque personne dans cette pièce combinée. Maintenant, allez-vous trouver un moyen de rendre cela possible? Ou dois-je avoir une conversation avec votre propriétaire? Je crois que M. Dubois et moi avons un ami commun au Conseil des gouverneurs. » La mention du propriétaire, Alistair Dubois, fut un coup direct. Le sang-froid de Jean-Luc se fissura enfin. Son visage pâlit légèrement. Il était pris au piège entre l'objet inamovible de l'étiquette du restaurant et la force irrésistible de l'ego d'un milliardaire. Le murmure feutré de la salle à manger commença à baisser d'intensité alors que les tables voisines sentaient la tension monter. L'air s'épaissit d'un sentiment palpable de malaise. Les conversations s'arrêtèrent, les fourchettes restèrent suspendues à mi-chemin, et les regards se tournèrent discrètement vers la scène qui se déroulait à l'entrée. Jean-Luc regarda le visage inflexible de Marc, puis le couple âgé heureux, son esprit cherchant désespérément une solution qui n'impliquerait ni de capituler devant cette démonstration brutale, ni d'insulter un client de longue date et respecté. C'est à ce moment précis, alors que Jean-Luc balbutiait, qu'une serveuse s'approcha du pupitre d'accueil pour déposer une addition. Elle avait la fin de la vingtaine, avec des yeux bruns chaleureux et des cheveux châtains tirés en un chignon simple et élégant. Son uniforme était impeccable, ses mouvements efficaces. Elle avait observé la confrontation qui s'intensifiait de loin, son front plissé par un mélange d'inquiétude professionnelle et de dégoût personnel. C'était Sarah Lambert, et sa vie, ainsi que celle de Marc Fournier, était sur le point de changer pour toujours. Sarah avait vu sa part de clients difficiles. En 5 ans de travail dans le secteur de la restauration haut de gamme à Paris pour financer ses études d'art aux Beaux-Arts, elle avait servi des acteurs hollywoodiens aux exigences alimentaires bizarres, des politiciens qui lui parlaient sans jamais la regarder, et des héritiers qui la traitaient comme un meuble. Mais ceci était différent. Le mépris brut et non dissimulé qui émanait de l'homme en costume Dior en mettait d'une autre ampleur.
C'était une cruauté performative, conçue non seulement pour obtenir ce qu'il voulait, mais aussi pour humilier et dégrader celui qui se tenait sur son chemin. Elle remarqua d'abord Olivia Moreau, la reconnaissant de la photo de profil dans le magazine Challenge. Puis son regard se porta sur l'homme qui intimidait le pauvre Jean-Luc. Il y avait quelque chose de familier chez lui. Pas son visage, tel qu'il était maintenant, durci, arrogant et sculpté par le succès, mais quelque chose de plus profond. La façon dont sa mâchoire était serrée, la manière dont il tapotait impatiemment l'index de sa main droite contre sa cuisse, une petite cicatrice blanche et pâle juste. Au-dessus de son sourcil gauche, à peine visible dans la lumière tamisée. Son esprit se mit à tourner, passant en revue un catalogue mental de milliers de visages servis au fil des ans. Ce n'était pas un visage de l'Étoile polaire ou de tout autre restaurant huppé de Paris. C'était un fantôme. Un souvenir d'une autre vie, d'un autre lieu. Un endroit qui sentait le café réchauffé et les frites grasses, pas la truffe noire et le pinot noir. Un endroit comme Charbonville, sa ville natale, une ville minière déchue qu'elle avait fui mais dont les souvenirs restaient gravés en elle. Jean-Luc était sur le point de céder. « Monsieur, peut-être puis-je vous offrir une bouteille de notre meilleur champagne, le Krug Claude Ambonnet 1996, pendant que vous attendez qu'une autre table de choix se libère. Je ne veux pas de votre champagne, ricana Marc. Je veux cette table. Êtes-vous stupide? Faites-les sortir. » Il pointait maintenant ouvertement du doigt, sa voix s'élevant, attirant de plus en plus l'attention. Le couple de personnes âgées dans la banquette élyséenne avait remarqué l'agitation, leur célébration tranquille maintenant entachée par la scène laide. Le vieil homme regarda avec une expression de dignité tranquille et de déception. Ce fut le déclencheur final pour Sarah. Voir ce couple, qui lui rappelait ses propres grands-parents, être la cible de ce tyran, solidifia le lien dans son esprit. Les pièces s'emboîtèrent avec une secousse écœurante. La cicatrice, le tapotement des doigts, l'ambition pure et désespérée qu'elle reconnaissait maintenant, autrefois bouillonnante chez un adolescent, maintenant débordant en tyrannie à part entière. Elle fit un pas en avant, son cœur commençant à battre contre ses côtes. C'était un risque colossal. Jean-Luc serait furieux. L'homme lui-même pourrait la faire renvoyer d'un seul coup de téléphone. Mais l'injustice du moment, couplée au choc profond de la reconnaissance, l'emporta sur sa prudence professionnelle. « Jean-Luc, dit-elle, sa voix calme et claire, tranchant à travers la tension. Je peux m'en occuper. » Les deux hommes se tournèrent pour la regarder. Les yeux de Jean-Luc s'écarquillèrent d'alarme, la suppliant silencieusement de battre en retraite. Marc Fournier la toisa avec un mépris dédaigné. « Vous pouvez vous en occuper. Et qui êtes-vous? » Sarah ignora son ton condescendant. Elle garda les yeux fixés sur les siens, cherchant le garçon dont elle se souvenait sous l'armure du milliardaire. Elle fit un autre pas en avant, sa voix douce mais portant un poids indéniable d'histoire. « Excusez-moi, commença-t-elle, son ton poli mais ferme. Je sais que vous tenez à cette table, mais il y a eu une erreur. » Les lèvres de Marc se retroussèrent en un rictus. « La seule erreur ici, c'est que vous m'interrompez. Retournez verser de l'eau. » Olivia Moreau se pencha en avant, très légèrement, ses sens en état d'alerte maximale. C'était une variable inattendue. La serveuse n'était pas intimidée. Il y avait autre chose dans sa voix. De la familiarité. Sarah Tintbon. « L'erreur, continua-t-elle, sa voix inébranlable, c'est que vous êtes au mauvais endroit. Nous n'avons pas de menu spécial pour la plonge ce soir. » Silence. Le mot plonge resta suspendu dans l'air opulent, totalement étranger et profane. Jean-Luc se figea complètement. Le stylo d'Olivia, qui prenait discrètement des notes dans un petit Moleskine, s'arrêta de bouger. Pendant une fraction de seconde, le cerveau de Marc Fournier ne sembla pas traiter le mot. Il la dévisagea, un air de pure confusion sur son visage, puis Sarah asséna le coup de grâce dévastateur. Elle inclina la tête, une lueur d'un souvenir partagé et oublié depuis longtemps dans ses yeux. « Marek, dit-elle, le nom tombant dans le silence comme une pierre dans un puits profond. Marek Kowalski. C'est bien vous. Du relais des mineurs à Charbonville. Vous y travailliez. Vous vous souvenez? Vous étiez à la plonge. » Le nom, son vrai nom, celui qu'il avait légalement abandonné des années auparavant avec son passé, le frappa avec la force d'un coup physique. Marek Kowalski. C'était le nom d'un moins que rien, le nom d'un garçon aux mains tachées de graisse et à l'avenir qui semblait aussi sombre que l'eau sale dans laquelle il récurait les casseroles. Marc Fournier était une invention, une marque, une forteresse construite pour garder Marek Kowalski enterré pour toujours. Le sang quitta son visage. Son masque de pouvoir invincible soigneusement construit ne se fissura pas seulement. Il se désintégra. Les yeux bleus perçants perdirent leur feu, remplacés par un regard large et hanté de pure panique.
La Patek Philippe à son poignet sembla soudain un accessoire bon marché sur un homme qui venait d'être mis à nu devant le monde entier. Il fixa Sarah, et pour la première fois, il la vit vraiment. Il vit la fille qui débarrassait les tables pendant qu'il récurait les casseroles, la fille qui avait partagé une fois une cigarette furtive avec lui derrière la benne à ordures, se plaignant de leur patron tyrannique, Monsieur Hébert. Il tourna légèrement la tête, un mouvement réflexe et paniqué, et vit Olivia Moreau. Elle ne le regardait plus avec admiration. Sa neutralité journalistique avait été remplacée par un regard de fascination intense et pénétrante. Son stylo n'était plus immobile. Il volait sur la page. Il était venu ici pour être présenté comme un dieu de l'industrie. Au lieu de cela, une serveuse venait de le démasquer comme un ancien employé, un plongeur nommé Marek Kowalski de Charbonville. Dans la cage dorée de sa propre fabrication, Marc Fournier venait de devenir livide. Le silence dans le hall de l'Étoile polaire n'était plus la révérence feutrée de la haute gastronomie. C'était un vide dense et lourd, aspirant tout l'air et le son vers le tableau au pupitre d'accueil. Le faible murmure des conversations avait cessé complètement. Les convives des tables voisines qui avaient fait semblant de ne pas regarder fixaient maintenant ouvertement, leurs fourchettes suspendues à mi-chemin de leur bouche. Marc Fournier, ou plutôt Marek Kowalski, se tenait figé, une statue de marbre qui s'effritait. Le nom résonnait dans son crâne, ouvrant les vannes de souvenirs qu'il avait dépensé une fortune et une vie à barricader, le cliquetis des assiettes en céramique bon marché, l'odeur perpétuelle d'eau de javel et de lard brûlé, l'humiliation cuisante de Monsieur Hébert, le propriétaire du restaurant, lui criant dessus pour avoir laissé une trace sur une fourchette, la douleur profonde dans son dos après un service de 12 heures. Il regarda Sarah, et son esprit superposa l'image de l'adolescente à l'uniforme rose délavé sur la femme posée dans le tablier noir impeccable. Sarah Lambert. Elle économisait pour l'école d'art. Même à l'époque, son carnet de croquis était toujours glissé sous le comptoir, rempli de dessins au fusain des clients fatigués du restaurant. Il se souvenait d'elle comme étant gentille, silencieuse, et possédant une sorte de résilience tranquille qu'il avait à la fois enviée et ressentie. Il avait été un volcan d'ambition brute et non focalisée. Elle avait été un chêne à croissance lente. Marek, répéta-t-elle doucement, la question maintenant teintée d'une curiosité authentique et sans pitié. Waouh, je vous ai à peine reconnu. Le charme assez rampant. Marc tressaillit comme si elle l'avait giflé. Ses instincts de survie, aiguisés dans des batailles de salles de conseil brutales et des prises de contrôle hostiles, lui hurlèrent de reprendre le contrôle, de nier, de détruire. Il se redressa, son visage un masque de fureur froide, bien que sa pâleur le trahît. « Vous vous trompez, dit-il, sa voix un ras-le-bas et guttural qui manquait de sa confiance antérieure. Mon nom est Marc Fournier. Je n'ai jamais mis les pieds à Charbonville de ma vie, et je n'ai certainement jamais travaillé dans un restaurant. » Il cracha le mot comme. S'il s'agissait de poison. Jean-Luc, claqua-t-il, se tournant vers le maître d'hôtel. Je veux que cette femme soit renvoyée immédiatement. Elle est clairement délirante et harcèle mon invité et moi-même. Jean-Luc, pris entre deux feux, regarda Sarah avec des yeux paniqués. Mais Sarah any bronca pas. Elle soutint simplement le regard de Marc. Délirante, demanda-t-elle, sa voix toujours calme, mais portant maintenant un tranchant d'acier. Je me souviens de la cicatrice au-dessus de votre œil. Vous vous l'êtes faite en glissant sur une flaque d'eau près de la machine à glace et en vous cognant la tête sur le comptoir de préparation. Je me souviens que vous m'aviez dit que vous alliez changer de nom un jour, pour quelque chose qui sonne comme l'argent. Et je me souviens que vous aviez un tatouage d'un aigle mal dessiné sur l'omoplate droite, que vous aviez fait sur un pari. Est-ce que je me trompe toujours, Marek? Chaque détail était un coup de marteau démolissant systématiquement son déni. Il lui avait raconté ça à propos de son nom, et le tatouage, une erreur d'ivresse à 18 ans, un symbole stupide d'une liberté qu'il n'avait pas encore gagnée. Il était caché maintenant sous des couches de tissu sur mesure et des années de soins attentifs, un secret connu seulement de lui et d'une poignée de personnes qu'il avait laissé derrière lui il y a 2 décennies. Il était sans voix, totalement et complètement désarmé. Ce fut Olivia Moreau qui rompit l'impasse. Elle ferma son carnet d'un clic doux, le son aussi final qu'un coup de marteau de juge. Elle lança à Marc un regard qui n'était ni sympathique ni cruel, mais purement professionnel. Peut-être que la table près de la cheminée est une meilleure idée après tout, dit-elle doucement, se tournant vers Jean-Luc. C'est un peu plus privé. Elle regarda ensuite Marc, un défi silencieux dans ses yeux. L'interview venait de prendre une tournure beaucoup plus intéressante, et elle n'allait pas la laisser passer. L'histoire n'était plus celle du succès d'un milliardaire de la tech. C'était celle de la réinvention de Marek Kowalski. Marc sentit une vague de nausée. Il regarda la banquette élyséenne où le vieil homme payait maintenant discrètement son addition, désireux d'échapper à l'atmosphère toxique. Il regarda la mer de visages qui le fixaient, leurs expressions un mélange de choc,
d'amusement et de pitié. Pitié. C'était la seule chose qu'il ne pouvait pas supporter. Il avait deux choix. S'asseoir et subir une interview avec Olivia, qui détenait maintenant toutes les cartes, ou fuir. Son orgueil, le moteur même de son être, choisit la fuite. La soirée est gâchée, lâcha-t-il, sa voix tendue par une rage contenue. Nous partons. Il ne regarda pas Olivia. Il ne regarda pas Sarah. Il tourna les talons et se dirigea vers la porte, ses mouvements raides et sans grâce. Monsieur Fournier, l'appela Olivia, sa voix calme. Ma date limite est vendredi prochain. Je vous contacterai pour avoir votre version de l'histoire concernant Charbonville. Il ne répondit pas. Il poussa les lourdes portes en laiton et disparut dans la nuit parisienne. L'homme qui était arrivé dans un char d'obsidienne, repartant comme un voleur. Le voiturier, Léo, surpris par sa réapparition soudaine, se dépêcha de récupérer la Bugatti. Marc arracha les clés sans un mot, sauta sur le siège du conducteur et démarra en trombe avec un crissement de pneus qui était fort, vulgaire et profondément désespéré. À l'intérieur de l'étoile polaire, le silence laissa lentement place à une vague de chuchotements. Jean-Luc laissa échapper un souffle qu'il semblait retenir depuis une éternité. Il regarda Sarah, son expression un cocktail complexe d'admiration, de terreur et de gratitude. Il lui était redevable pour avoir désamorcé la situation, mais il savait aussi qu'un homme comme Marc Fournier ne laisserait pas passer ça. Sarah, cependant, se sentait étrangement calme. Elle regardait l'espace où Marc s'était tenu, non pas avec triomphe, mais avec un sentiment étrange et vide. Elle n'avait pas eu l'intention de le démolir. Elle avait juste dit une vérité qui avait besoin d'être dite. Elle ramassa l'addition qu'elle tenait et retourna vers la cuisine, les chuchotements de l'élite de la ville la suivant comme une ombre. À l'étage, dans son bureau privé, le propriétaire, Alistair Dubois, fut interrompu par un appel sur sa ligne privée. C'était un homme distingué d'une soixantaine d'années, avec une réputation d'équité et un sens de l'honneur d'un autre temps. Il décrocha le téléphone. Alistair Dubois à l'appareil. La voix à l'autre bout du fil était froide, sèche et tremblante de fureur. « Dubois, c'est Marc Fournier. Je viens de passer dans votre établissement, et je n'ai jamais de toute ma vie reçu un traitement aussi épouvantable, non professionnel et franchement diffamatoire. Vous avez une serveuse, Sarah Lambert. Je la veux partie. Pas demain. Ce soir. Si elle est encore votre employée lorsque je raccrocherai ce téléphone, je ferai personnellement de ma mission de détruire la réputation de ce restaurant. J'achèterai l'immeuble que vous louez, je résilierai votre bail et je transformerai cet endroit en parking. Me comprenez-vous? Alistair Dubois écouta patiemment, son visage illisible. La menace n'était pas vaine. Fournier avait le capital pour le faire. Son regard dériva vers une petite photo encadrée sur son bureau de son premier restaurant, un humble bistrot qu'il avait ouvert avec sa défunte femme. Il connaissait la valeur du travail acharné et avait un mépris profond pour les brutes. « Monsieur Fournier, dit-il, sa voix dangereusement calme. Je vous remercie d'avoir porté cela à mon attention. Je vais m'en occuper personnellement. » Il raccrocha le téléphone, sa décision déjà prise. Il ne se laisserait pas intimider. Il avait passé sa vie à construire quelque chose de valable, basé sur le respect et la dignité, deux concepts que Fournier semblait avoir oubliés, s'il lui avait jamais été familier. Il appuya sur un bouton de son interphone. « Jean-Luc, pourriez-vous demander à Sarah Lambert de me rejoindre dans mon bureau dès la fin de son service ?» Il ne se faisait aucune illusion sur la bataille à venir. Marc Fournier était un requin, et il avait senti le sang. Mais Alistair Dubois n'était pas une proie sans défense. Il était un vieux lion qui protégeait son territoire et les siens, et il était prêt à se battre jusqu'au bout pour les principes sur lesquels il avait bâti sa vie et son entreprise. La guerre n'était pas encore déclarée, mais les premières salves venaient d'être tirées. Et au centre de tout cela se trouvait une jeune femme qui, en disant simplement la vérité, avait déclenché un conflit entre deux mondes, l'un bâti sur une richesse impitoyable et l'autre sur une dignité tranquille. La Bugatti filait à travers les canyons de Paris, un vaisseau de fureur piloté par un fantôme. Marc, il devait continuer à s'appeler Marc, agrippait le volant, ses jointures blanches, les lumières de la ville se transformant en traînées de néons hostiles. Il ne voyait pas la route. Il voyait le sol graisseux du relais des mineurs. Il entendait la voix grinçante de M. Hébert. « Kowalski, vous avez oublié un endroit. Êtes-vous simple d'esprit ?» Il sentait la douleur fantôme dans ses mains à cause de l'eau de vaisselle brûlante. Il avait bâti un empire pour échapper à ce sentiment. Il avait changé son nom, son accent, son histoire. Il avait façonné une persona de génie intouchable, un homme né de la foudre et de l'ambition, pas de la crasse et du désespoir. Et en 30 secondes, une serveuse aux yeux familiers avait tout démantelé avec quelques mots simples et vrais. L'appel à Alistair Dubois avait été de la rage pure et non adultérée, un réflexe.
Lorsqu'il était menacé, Marc Fournier ne négociait pas. Il anéantissait. La menace d'acheter l'immeuble n'était pas une hyperbole. Ayal avait déjà mentalement chargé son équipe d'acquisition de découvrir à qui appartenait la propriété. Il écraserait l'étoile polaire. Il ferait renvoyer Sarah Lambert, la mettrait sur liste noire et l'effacerait du secteur de la restauration. C'était la seule façon de reprendre le contrôle, de faire taire le fantôme de Marek Kowalski. Il atteignit enfin son Penthouse, une étendue stérile de verre et d'acier surplombant le champ de Mars. C'était moins une maison qu'un monument à son succès, rempli d'art moderne qu'il ne comprenait pas et de meubles qui ressemblaient plus à des sculptures qu'à du confort. Il se dirigea d'un pas sec vers le bar, se versa une grande mesure de cognac Louis XIII, un alcool qui coûtait 1000 € le verre. Il le but d'un trait, la brûlure dans sa gorge ne faisant rien pour apaiser le feu dans son esprit. Son téléphone vibra. Citate Olivia Morrow. Un SMS. Besoin d'un commentaire officiel sur votre jeunesse à Charbonville et votre lien avec Sarah Lambert. L'article paraîtra avec ou sans. À vous de choisir comment vous serez présenté. Il jeta le téléphone à travers la pièce. Il se brisa contre un mur de marbre. Présenté. Il était présenté comme un menteur, un imposteur. Le récit n'était plus le sien. À l'étoile polaire, le service du dîner se terminait dans une atmosphère d'énergie nerveuse. Sarah termina son service, se changeant dans le vestiaire du personnel. Ses mains tremblaient légèrement. L'adrénaline était retombée, remplacée par une terreur froide. L'homme qu'elle avait confronté n'était pas juste un client impoli. C'était un titan de l'industrie avec le pouvoir de ruiner des vies. Sa vie. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Jean-Luc s'approcha d'elle, le visage grave. « Sarah, Monsieur Dubois aimerait vous voir dans son bureau. » Son Curassi Sarah. Ça y est. L'appel téléphonique avait été passé. Elle allait être renvoyée. Elle avait défendu ce qui était juste, la dignité de ce couple âgé, et la mémoire du garçon opprimé qu'elle avait connu. Et sa récompense était le chômage. Elle pensa à ses frais de scolarité, dus dans 2 semaines, au loyer de son minuscule appartement à Belleville. Elle monta les escaliers jusqu'au bureau du propriétaire d'un pas lourd. Elle frappa doucement. « Entrez !» Une voix calme répondit. Alistair Dubois était assis derrière un grand bureau en acajou. Il lui fit signe de s'asseoir dans le fauteuil en cuir en face de lui. Il la regarda, non pas avec colère, mais avec une intensité calme et évaluatrice. « Sarah, commença-t-il, sa voix égale. J'ai reçu un appel d'un certain monsieur Marc Fournier. Il a insisté pour que je mette fin à votre emploi. Sarah de Glittit de Facilment. Je comprends, monsieur Dubois. Je m'excuse si j'ai provoqué une scène ou nuit à la réputation du restaurant. J. Dubois leva une main, la faisant taire. Avant que vous ne continuiez, veuillez me raconter exactement ce qui s'est passé de votre point de vue. Prenant une profonde inspiration, Sarah raconta tout l'événement. Elle n'a ni embelli ni éditorialisé. Elle décrivit l'arrivée de Marc, ses exigences arrogantes, son traitement de Jean-Luc, et la cruauté dirigée contre le couple dans la banquette. Puis elle expliqua le choc de la reconnaissance, et pourquoi elle s'était sentie obligée d'intervenir. Elle lui parla de Marek Kowalski et du relais des mineurs à Charbonville. Quand elle eut fini, Dubois resta silencieux un long moment, joignant ses doigts. Le relais des mineurs? Songea-t-il. Mon premier travail a été de faire la plonge dans un endroit comme ça à Ménilmontant, un bistrot appelé la Bonne Fourchette. Je me souviens du propriétaire, un homme nommé Serge. Il m'a appris que le caractère d'une personne ne se mesure pas à la hauteur qu'elle atteint, mais à la façon dont elle traite ceux qu'elle n'a pas besoin d'impressionner. Il regarda directement Sarah. Vous n'avez pas nui à la réputation de ce restaurant, Sarah. Vous l'avez défendu. Vous avez fait preuve d'intégrité, de courage et de loyauté envers vos collègues et nos clients. Ce sont les piliers sur lesquels l'étoile polaire a été construite. Sarah le fixa, déconcertée. Alors, je ne suis pas renvoyé? Dubois sourit, un vrai sourire chaleureux. Renvoyé? Au contraire. À partir de demain, je vous promeux au poste de directrice adjointe. Jean-Luc a besoin d'aide, et vous avez plus que prouvé que vous aviez le cran pour cela. Et je couvrirai vos frais de scolarité pour le reste de vos études. Des larmes piquèrent les yeux de Sarah. Elle était sans voix. C'était une gentillesse si inattendue, si profonde, qu'elle la submergea complètement. Mais Marc Fournier, balbutia-t-elle. Ces menaces. Le sourire de Dubois s'effaça, remplacé par une expression de détermination sombre. Oui, monsieur Fournier. Il représente un genre de pouvoir que je trouve détestable. Le pouvoir d'intimider, de harceler, d'effacer. Il croit que son argent le rend invincible. Il est sur le point d'apprendre que certaines choses, comme la loyauté et la décence, ne sont pas à vendre. Il fit une pause, ses yeux vifs. Cette journaliste, Olivia Moreau, je soupçonne qu'elle est la clé.
Monsieur Fournier est terrifié par l'article qu'elle s'apprête à écrire. Il a essayé de contrôler le récit et il a échoué de manière spectaculaire. Maintenant, la vérité est son plus grand ennemi. Du Bois s'y pencha en avant. Je vais me battre contre lui, Sarah. Pas seulement pour mon restaurant, mais pour le principe. Mais je ne peux pas le faire seul. Il fit glisser une carte de visite sur le bureau. C'est le numéro direct d'Olivia Moreau. Je l'ai obtenu d'un ami chez Challenge. Je pense que vous et elle devriez parler. Elle écrit un article sur Marc Fournier. Vous pouvez lui donner le contexte, l'histoire. Vous pouvez lui raconter l'histoire de Marek Kowalski. Sarah regarda la carte. Ce n'était plus seulement une confrontation dans un restaurant. C'était devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Elle avait le choix. Se replier dans la sécurité de son nouveau poste et espérer que la tempête passe, ou entrer au centre de celle-ci et dire sa vérité. Elle pensa au garçon effrayé et ambitieux qui récurait des casseroles et à l'homme monstrueux qu'il était devenu. Peut-être, juste peut-être, que le monde avait besoin de savoir qu'il n'était qu'une seule et même personne. Elle prit la carte. Je l'appellerai, dit-elle, sa voix remplie d'une nouvelle force tranquille. Alistair Dubois hocha la tête, un regard de profond respect dans les yeux. Une alliance improbable venait de se forger, le restaurateur vétéran, la serveuse courageuse et la journaliste redoutable, tous unis contre la colère d'un milliardaire terrifié par sa propre ombre. Le soleil se leva sur Paris, mais Marc Fournier n'avait pas dormi. Son Penthouse, habituellement un sanctuaire d'ordre immaculé, était en désarroi. Le téléphone brisé gisait là où il était tombé. Une bouteille vide de Louis XIII se tenait en sentinelle sur le bar. Marc se tenait devant la baie vitrée, n'admirant pas la vue panoramique de son royaume, mais ne voyant rien. Son esprit était à des centaines de kilomètres et 20 ans en arrière. Les mots de Sarah avaient été une clé ouvrant une pièce dans son esprit qu'il avait scellée avec de l'acier et du béton. Maintenant, les fantômes étaient sortis. Charbonville, 2005. Marek Kowalski, 17 ans, s'appuyait contre le mur de briques sales derrière le relais des mineurs. L'air était épais de l'odeur de graisse du bac et de bière éventée de la benne à ordures qui débordait. Il tira une longue bouffée d'une cigarette froissée, le tabac bon marché lui grattant la gorge. Ses jointures étaient à vif, ses ongles tachés en permanence. À l'intérieur, le cliquetis et les cris étaient une symphonie chaotique constante. Sa famille vivait dans une maison ouvrière exiguë à 3 rues de là. Son père était un ancien mineur de charbon, son corps brisé et ses poumons étouffés. Par la silicose, vivant des allocations d'invalidité qui couvraient à peine les factures. Sa mère cumulait 2 emplois de femme de ménage, ses mains aussi à vif que les siennes, son visage gravé d'un souci permanent. Marek était leur fils unique, leur seul espoir d'échapper à l'attraction gravitationnelle de leur ville de la ceinture de rouille. Son ambition était une chose physique, une créature frénétique et griffue à l'intérieur de sa poitrine. Elle était alimentée par la honte. La honte de porter des vêtements de seconde main. La honte d'entendre ses parents chuchoter à propos des factures en retard à travers les murs minces de leur maison. La honte de voir la pitié dans les yeux de ses professeurs qui savaient qu'il était brillant mais savaient aussi d'où il venait. Le relais des mineurs était l'épicentre de cette honte. C'était un microcosme de tout ce qu'il voulait fuir. Le propriétaire, Monsieur Hébert, était un tyran mesquin qui semblait prendre un plaisir sadique à rabaisser son personnel. Un souvenir, VIFET brutal, refit surface. Marek avait travaillé un double service, épuisé et fonctionnant à vide. On lui avait demandé de nettoyer la trancheuse à viande industrielle. Dans sa hâte, il avait manqué une minuscule paillette de salami séché. Hébert, lors de son inspection finale, l'avait trouvée. Il ne s'était pas contenté de la signaler. Il avait appelé Marek à l'avant du restaurant où les derniers clients finissaient leur café. Kowalski, avait-il beuglé, brandissant le protège-lames. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous essayez d'empoisonner mes clients. Je vous paie pour être paresseux et stupide? Les clients le fixaient. Une fille qu'il connaissait de l'école, assise dans une banquette avec ses amis, avait gloussé. Marek était resté là, le visage brûlant d'une humiliation si chaude qu'il avait l'impression que sa peau se décollait. Il avait 16 ans. C'était Sarah Lambert, la discrète serveuse, qui était intervenue. Monsieur Hébert, avait-elle dit doucement. Il est ici depuis 14 heures. C'était une erreur honnête. Je peux le nettoyer. Hébert avait juste grogné et tourné sa colère vers elle pour avoir parlé sans y être invité, mais le moment était passé. Le spectacle public était terminé. Plus tard, derrière le restaurant, elle l'avait trouvé en train de frapper le mur de briques, ses jointures en sang. Ça ne résoudra rien, avait-elle dit, lui offrant un chiffon humide de la cuisine. Tu ne comprends pas, avait-il grondé, plein de rage adolescente. Ils me regardent comme si j'étais de la merde. Ils le font tous. Je ne serai pas de la merde pour toujours. Un jour,
Je serai si riche et puissant que des gens comme lui supplieront de laver ma voiture. Il l'avait regardé, ses yeux brûlant d'un feu désespéré. Je vais même changer ce nom stupide. Marek Kowalski, ça sonne comme un perdant. Je serai quelqu'un d'autre, quelqu'un d'important. Sarah l'avait juste regardé avec ses yeux stables et d'une perspicacité déconcertante. Changer de nom ne change pas qui tu es, Marek. Paris, aujourd'hui. Marc Fournier frissonna au souvenir. Il l'avait fait. Il était devenu si puissant qu'il pouvait écraser un homme comme Hébert d'une simple pensée. Il était devenu Marc Fournier, un nom qui sonnait comme l'argent. Mais les mots de Sarah d'il y a 2 décennies résonnaient dans le silence stérile de son Penthouse. Changer de nom ne change pas qui tu es. Il avait passé 20 ans à fuir, mais il était toujours ce garçon furieux et humilié qui frappait un mur derrière un restaurant. Son arrogance, son besoin de dominer, sa demande pour la meilleure table. Ce n'était pas la confiance d'un roi. C'était la surcompensation frénétique d'un gamin effrayé de Charbonville qui était terrifié que le monde le voie pour ce qu'il croyait être vraiment, de la merde. La confrontation avec Sarah n'était pas seulement une source d'embarras. C'était une menace existentielle. Elle ne l'avait pas seulement reconnu. Elle l'avait vu. Elle avait vu au-delà de la Bugatti, de la Patek, de l'entreprise multimilliardaire, et avait vu le garçon couvert de graisse. Et pire encore, elle avait montré ce garçon à Olivia Moreau. Son téléphone, le nouveau que son assistant avait livré il y a 1 heure, vibra de nouveau. C'était son chef de la sécurité. Monsieur Fournier, nous avons une mise à jour sur le propriétaire de l'Étoile polaire, Alistair Dubois. Dossier impeccable, très respecté. Mais voici la partie intéressante. Sa holding, Dubois Hôtellerie, est actuellement dans les dernières étapes d'un important prêt d'expansion avec la banque Sterling Croix, une ligne de crédit de 40 millions d'euros pour ouvrir un nouvel emplacement phare à Londres. Un lent sourire froid s'étala sur le visage de Marc. Le fantôme de Marek Kowalski recula et le prédateur Marc Fournier réapparut. Banque Sterling Croix. Il possédait une participation de 7% dans leur groupe financier mère. Il avait le numéro personnel de leur PDG, Robert Davison. « Passez-moi Robert Davison », dit Marc, sa voix maintenant stable et létale. « Dites-lui que c'est une question de la plus haute urgence concernant son exposition au risque avec un client. Il n'écraserait pas Dubois en achetant son immeuble, c'était désordonné et public. Il le ferait silencieusement, depuis l'ombre. Il appellerait Davison et exprimerait ses graves préoccupations quant à la stabilité de Dubois Hôtellerie. Il inventerait une histoire de mauvaise gestion, de clientèle en déclin. Un mot discret d'un actionnaire majeur comme lui suffirait. Le prêt serait retiré. Les plans d'expansion de Dubois s'effondreraient. Il serait financièrement paralysé. Et alors il renverrait Sarah Lambert. C'était ainsi que Marc Fournier se battait. Non pas avec les poings contre un mur de briques, mais avec la force invisible et écrasante du capital. Il réenterrait Marek Kowalski si profondément que personne ne le retrouverait jamais. Il apprendrait à Alistair Dubois, à Sarah Lambert et au monde entier qu'on ne le contrariait pas. Alors qu'il composait le numéro, il sentit le retour familier et enivrant de la puissance. C'était la seule armure qu'il ait jamais connue. La semaine qui suivit fut une guerre silencieuse et brutale menée sur plusieurs fronts, un conflit non pas avec des armées, mais avec des murmures, des frappes de clavier et le poids écrasant du capital. Dans le sanctuaire étincelant et stérile de son bureau Penthouse, Marc Fournier commença sa contre-offensive. Le fantôme de Marek Kowalski avait été invoqué, et le seul instinct de Marc était de l'exorciser avec une démonstration écrasante du pouvoir qu'il avait créé. Sa cible n'était pas Sarah Lambert directement. C'était trop grossier, trop évident. Sa cible était la fondation sur laquelle elle se tenait, Alistair Dubois. Il était assis derrière un bureau de chrome poli et de verre obsidienne, la ville de Paris un quadrillage de lumière servile en dessous de lui. C'était sa salle du trône, un endroit d'où il orchestrait le destin des entreprises et des marchés. Il sentit un calme froid et familier s'installer en lui alors qu'il composait le numéro privé de Robert Davison, le PDG de la banque Sterling Croix. C'était son élément. « Rob, mon ami, comment ça Marc ?» Sa voix un ronronnement doux et confiant. « Marc Fournier, j'espère que je ne dérange pas ta soirée. » La conversation qui suivit fut une masterclass en assassinat d'entreprise. Marc n'éleva jamais la voix. Il ne fit jamais de menaces directes. Il parla sur les tons mesurés et concernés d'un investisseur important protégeant son portefeuille. Il déplora un incident profondément troublant dont il avait été personnellement témoin à l'Étoile polaire, peignant le tableau d'un établissement chaotique dirigé par un propriétaire qui avait perdu la main. « Ce sont les petites choses, Rob, » murmura Marc avec expertise, tissant sa fiction. Le personnel semble erratique. Le moral est clairement au plus bas. JVU on client important. Traité avec un niveau de manque de respect que j'ai trouvé franchement choquant. Quand on envisage une expansion de 40 millions,
la stabilité est primordiale. Je m'inquiète juste pour toi. Alistair Dubois. C'est une légende, mais je crains que le jeu ne l'ait dépassé. Toute l'opération semble fragile. Il laissa le mot fragile en suspens dans l'air, une pièce de poison parfaitement choisie. Il sema des graines de doute, fit allusion à des passifs non divulgués et mit en doute le jugement de Dubois, le tout sous le couvert d'une préoccupation amicale. Il ne mentionna pas une seule fois une serveuse, une demande de table ou sa propre humiliation. Il n'en avait pas besoin. Le message voilé était clair. Dubois avait contrarié Marc Fournier et était donc un mauvais investissement. Quand il raccrocha le téléphone, un sentiment de triomphe fugace l'envahit. Il avait restauré l'ordre naturel. Il avait exercé son pouvoir silencieusement et létalement. Mais le sentiment était creux, disparaissant presque aussi vite qu'il était venu, laissant derrière lui un goût froid et métallique de malaise. Il avait puni le symptôme, mais la maladie, le souvenir de Marek Kowalski, continuait de s'infecter à l'intérieur. Pendant ce temps, dans un coin de Belleville qui semblait à des années-lumière du Pantouse de Marc, le contre-récit se construisait. Dans un petit café rempli de l'odeur de grains torréfiés et du doux bourdonnement des conversations, Sarah Lambert était assise en face d'Olivia Moreau. Le contraste était saisissant. Le monde de Marc était de verre froid et d'acier. Ce monde était de bois chaud, de tasses dépareillées et de la dignité tranquille de la vie ordinaire. Olivia avait un don unique. Ses yeux de journaliste étaient vifs et analytiques, mais son comportement était d'une empathie pure et désarmante. Elle n'interrogeait pas. Elle invitait une histoire à se raconter. « Je ne veux pas le détruire », dit Sarah, ses mains enroulées autour d'une tasse en céramique. « Ce n'est pas pour ça que j'ai accepté de vous rencontrer. C'est juste que, l'homme que j'ai vu au restaurant n'était pas toute l'histoire. J'ai pensé que vous devriez connaître le reste. »« Parlez-moi du reste », incita doucement Olivia. « Parlez-moi de Marek. » Et c'est ce que fit Sarah. Elle peignit le portrait non pas d'un monstre, mais d'un garçon étouffant sous le poids de ses circonstances. Elle parla de sa fierté féroce et blessée, et de l'ambition qui brûlait en lui comme une fièvre. Elle décrivit le restaurant graisseux, la tyrannie mesquine de leur patron, et les moments partagés d'épuisement et d'espoir. Elle offrit à Olivia un souvenir spécifique, auquel elle n'avait pas pensé depuis des années. Il y a eu cette fois, se souvint Sarah, un regard lointain dans ses yeux. Il lisait un livre derrière la benne à ordures pendant sa pause. C'était Dostoïevski, Crime et Châtiment. Un autre cuisinier, un type numérique, a commencé à se moquer de lui. « Qu'est-ce qu'un gratte-papier comme toi fait avec un livre sans images » se moqua-t-il. Je m'attendais à ce que Marek se fâche, qu'il commence peut-être une bagarre. Mais il ne l'a pas fait. Il a juste levé les yeux, son regard si intense, et il a dit « Parce que je veux comprendre ce qui pousse un homme à se croire assez extraordinaire pour être au-dessus des règles. » Ça a complètement fait taire Rick. Je n'ai jamais oublié ça. Même à l'époque, son esprit fonctionnait à un niveau différent. Il n'était pas seulement en colère contre sa vie. Il l'analysait. Le stylo d'Olivia bougeait rapidement sur la page. Cette seule anecdote était une pierre de Rosette. Elle reliait le garçon brillant et philosophique au milliardaire arrogant qui se croyait au-dessus des règles d'une réservation de restaurant. L'histoire n'était plus seulement celle d'un tyran. C'était une tragédie. Un garçon qui lisait Dostoïevski pour comprendre la psychologie de l'Ubri en était devenu une étude de cas. Quand la rencontre fut terminée, Olivia savait qu'elle avait plus qu'un article. Elle avait la vérité. Armée du récit humanisant de Sarah et de la confirmation officieuse d'Alistair Dubois de l'appel vengeur de Fournier à la banque, elle avait tout ce dont elle avait besoin. Le jeudi matin, l'article parut. Il n'apparut pas seulement sur le site web de Challenge. Il explosa à travers le paysage numérique. C'était l'article de couverture, éclaboussé sur la page d'accueil avec une image puissante en écran partagé. D'un côté, une photo granuleuse en noir et blanc d'un restaurant délabré. De l'autre, une photo brillante de Marc Fournier dans son costume sur mesure. Le titre était un chef-d'œuvre de journalisme narratif. Les deux visages d'E. Marc Fournier, du courage d'E. Marek Kowalski à la vengeance d'un milliardaire. L'article était une dissection chirurgicale stupéfiante de la vie d'un homme. Il s'ouvrait sur la scène tendue et dramatique à l'étoile polaire, puis remontait magistralement le temps jusqu'au décor sombre et plein d'espoir de Charbonville, utilisant les anecdotes de Sarah pour dépeindre un jeune homme sympathique à l'intellect féroce et à l'ambition désespérée. Il célébrait son incroyable ascension, le génie derrière était dynamique, le reconnaissant comme un titan de l'industrie. Et puis, avec la précision d'un scalpel, il pivotait. Il exposait en détail accablant sa réponse au rappel de ce passé. Il détaillait sa tentative de faire renvoyer une serveuse pour avoir dit la vérité. Il exposait sa manœuvre silencieuse et impitoyable pour paralyser financièrement Alistair Dubois pour un acte de simple décence. La conclusion était inéluctable. Marc Fournier n'avait pas échappé à la honte de son passé.
Il l'avait militarisé, devenant un tyran bien plus grand que le propriétaire de restaurants de petite ville qu'il méprisait autrefois. Il était devenu l'homme qui se croyait assez extraordinaire pour être au-dessus des règles. Les retombées furent immédiates et catastrophiques. #Marek Kowalski explosa sur les réseaux sociaux. L'histoire était trop captivante pour être ignorée, une tempête parfaite de classe, de pouvoir et de psychologie. Des mèmes apparurent, le visage de Marc Fournier photoshopé sur le corps d'un plongeur avec la légende « N'oubliez pas le pourboire pour votre PDG ». Des professeurs d'éthique des affaires et des experts des chaînes d'information débattirent de l'effondrement de Fournier. Le récit qu'il avait passé 2 décennies et des milliards d'euros à perfectionner n'était pas seulement brisé. Il était réécrit, appartenant à tout le monde sauf à lui. Le pire de tout fut le cours de la bourse. Le conseil d'administration d'Ether Dynamics regarda avec horreur l'action de leur société, le symbole même du toucher de Midas de Marc, chuté de 8% en pré-marché. Des milliards de valeurs pour les actionnaires effacés. L'appel arriva à midi. C'était Caspian Haï, le président du conseil d'administration. Sa voix était dénuée d'émotion, aussi froide et tranchante qu'un éclat de glace. Marc, commença-t-il, omettant toute civilité. Nous avons un problème de dommages catastrophiques à la marque. Votre conduite personnelle est maintenant une menace directe pour la valeur actionnariale. Le conseil invoque la clause de moralité de votre contrat pour examen. Vous devez régler ça. Pas avec des avocats, pas avec des menaces. Vous ferez une déclaration publique d'excuses. Vous ferez amende honorable. Vous reprendrez le contrôle du récit. Suis-je clair? Marc se tenait dans son pantouse, le téléphone collé à l'oreille, écoutant les mots. Lui qui donnait des ordres était commandé. Son armure avait été percée. La forteresse s'effondrait. Il passa le reste de la journée dans un état de choc suspendu. Il lut l'article encore et encore, les mots se gravant dans son esprit. Il fit défiler le flot infini de commentaires publics, voyant sa vie, ses secrets, sa honte la plus profonde, débattue et disséquée par des millions d'étrangers. Il ressentit une rage si profonde qu'elle en était paralysante. Mais en dessous, il y avait autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis son adolescence, un sentiment d'exposition écrasant. Il avait construit un empire de verre et d'acier, mais il vivait dans un château de cartes. Son pouvoir, son argent, son nom, tout cela était un mécanisme de défense contre le souvenir d'être un moins que rien. Mais l'article ne l'avait pas traité de moins que rien. Il avait fait bien pire. Il avait brandi le garçon brillant et ambitieux qu'il avait été, et demandé « Comment l'as-tu trahi si complètement ?» À la tombée de la nuit, il se tenait devant la vaste fenêtre, les lumières de la ville scintillant en dessous comme une constellation déchue. Il se versa un verre de son cognac le plus cher et regarda son reflet. Il ne vit pas un roi. Il vit un imposteur. Il vit les yeux vides d'un homme qui avait gagné le monde, mais qui avait, quelque part en chemin, perdu sa propre histoire. Il était prisonnier dans la belle cage qu'il s'était construite. Dans un mouvement soudain et décisif, il se dirigea vers l'évier et versa le liquide doré dans le siphon. Le geste, un petit rejet violent de la vie qu'il avait construite. Il prit son téléphone et appela son chauffeur. « David, dit-il, sa voix calme, dépourvue de son arrogance habituelle. J'ai besoin de la voiture. Prenez la berline. Pas la Bugatti. » C'était un petit choix, mais profondément symbolique. Il retirait son armure pièce par pièce. Il avait fini de fuir. Il retournait à l'Étoile polaire, non pas en conquérant, mais en fantôme, revenant sur les lieux de sa hantise. Il devait faire face aux gens qu'il avait lésés. Il devait faire face à Marek Kowalski. Le trajet en berline à travers Paris était radicalement différent du vol frénétique en Bugatti. Cette fois, la ville n'était pas un flou hostile, mais une mosaïque de vie, de lumière et d'histoire qu'il n'avait pas pris la peine de remarquer depuis des années. Il voyait les cafés animés, les couples se promenant le long de la Seine, la vie ordinaire se déroulant avec une authenticité qu'il avait perdue. La berline, une Mercedes discrète, ne faisait pas tourner les têtes. Pour la première fois depuis des décennies, il se sentait anonyme, et l'anonymat n'était pas terrifiant, il était étrangement apaisant. Il demanda à son chauffeur de le déposer au coin de la rue, à quelques pas de l'Étoile polaire. Il marcha le reste du chemin, l'air frais de la nuit sur son visage. En s'approchant des portes en laiton, il hésita. La dernière fois qu'il était ici, il était un roi exigeant son dû. Maintenant, il était un homme dépouillé, incertain même de la réception qu'il recevrait. I'll pousse la porte. La salle à manger était presque vide, le service du soir touchant à sa fin. Jean-Luc se tenait à son pupitre, redressant une pile de menus. Il leva les yeux en entendant la porte, et son expression passa de la surprise à une méfiance gardée. « Monsieur Fournier, dit-il, sa voix neutre. Marca Savanka, esi sentant maladroit et exposé. » Jean-Luc,
Je suis venu m'excuser. Pour mon comportement de l'autre soir. C'était inexcusable. Il n'y avait aucune justification pour la façon dont je vous ai traité, vous ou les autres clients. Jean-Luc le regarda, une longue pause s'étirant entre eux. Puis il hocha lentement la tête. Les excuses sont acceptées, monsieur. Alistair Dubois était dans son bureau, terminant sa paperasse, quand Jean-Luc l'appela. Monsieur, Marc Fournier est ici. Il souhaite vous parler. Dubois sentit une pointe de surprise, mais son visage resta calme. Faites-le monter. Quand Marc entra dans le bureau, Dubois lui fit signe de s'asseoir, le même fauteuil que Sarah avait occupé. Marc regarda l'homme qu'il avait tenté de ruiner et ne ressentit aucune animosité, seulement une profonde vague de honte. Je suppose que vous avez lu l'article, commença Marc. Dubois hocha la tête. En effet. J'ai aussi reçu un appel de Robert Davison ce matin. Il a présenté ses excuses. Il semble que votre préoccupation concernant la stabilité de mon entreprise était mal fondée. La ligne de crédit a été entièrement approuvée. Je n'ai pas appelé la banque pour vous menacer, Dubois. Je l'ai fait parce que j'étais humilié et que je ne savais pas comment gérer ça autrement qu'en faisant du mal. C'est la seule façon que j'ai connue. J'ai essayé de vous ruiner parce que votre employé m'a rappelé qui j'étais, et j'avais peur. Ce n'est pas une excuse. C'est juste la vérité. Il y eut un autre long silence. Dubois étudia le visage de Marc, voyant au-delà du titan de l'industrie le garçon perdu de Charbonville dont il avait lu l'histoire. « Que voulez-vous, Marc » demanda doucement Dubois. Marc prit une profonde inspiration. « Je veux arranger les choses. Pas seulement avec un communiqué de presse. Pour de vrai. Je veux m'excuser auprès de Sarah Lambert. Est-elle ici? Non, son service est terminé. Mais je peux lui transmettre un message. » La conversation dura plus d'1 heure. Marc ne demanda rien, il ne fit aucune exigence. Il écouta Dubois parler de l'importance de la dignité, du respect et de la construction de quelque chose qui dure au-delà de l'argent et du pouvoir. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Marc ne jouait pas un rôle. Il était simplement Marek Kowalski, écoutant un homme plus âgé et plus sage. Le lendemain, Marc convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration d'Ether Dynamics. Il s'attendait à ce qu'ils se battent, qu'ils menacent de poursuites judiciaires. Au lieu de cela, il se tint devant eux et assuma l'entière responsabilité. J'ai trahi les valeurs de cette entreprise. Plus important encore, je me suis trahi moi-même. L'article, aussi douloureux soit-il à lire, était vrai. Mon comportement personnel est devenu un passif, et je suis ici pour le corriger. Il présenta ensuite son plan. Il ne s'agissait pas de relations publiques, mais de restitution. Il annonça son intention de prendre un congé sabbatique de 6 mois de son poste de PDG pour se concentrer sur un nouveau projet. Il engageait 500 millions d'euros de sa fortune personnelle pour créer la Fondation Fournier pour le renouveau. Sa première mission, la revitalisation complète de Charbonville et d'autres anciennes villes minières de la région, en investissant dans l'éducation, les infrastructures et la création de nouvelles entreprises technologiques. Il ne s'agissait pas d'effacer le passé, mais de le reconstruire. Le conseil fut stupéfait. Ce n'était pas l'homme qu'il connaissait. C'était quelque chose de nouveau, de plus humble, mais aussi de plus fort. La proposition fut approuvée à l'unanimité. L'annonce publique qui suivit changea le récit une fois de plus. Les mèmes et les moqueries furent remplacés par une conversation sur la rédemption et la seconde chance. Le cours de l'action se stabilisa puis commença à remonter lentement. L'histoire de Marc Fournier, le milliardaire intouchable, prit sa tournure la plus inattendue. Ce n'était pas une histoire qui se terminait par une chute dramatique, mais par l'aube tranquille et difficile d'une seconde chance. Il ne s'agissait pas seulement de sauver son entreprise. Il commençait le voyage ardu pour se sauver lui-même. Il n'a pas effacé Marek Kowalski. Il l'a finalement embrassé. Sarah Lambert termina ses études d'art, ses frais de scolarité payés par Alistair Dubois comme promis, et devint une artiste célèbre, son travail connu pour son honnêteté sans faille et sa profonde empathie. Elle ne revit jamais Marc Fournier en personne, mais ses actions parlèrent plus fort que n'importe quelle excuse n'aurait jamais pu le faire. Leur histoire devint une légende tranquille dans la ville, un rappel puissant que notre passé n'est pas une prison, mais une boussole. Elle nous rappelle que la vraie force ne consiste pas à savoir jusqu'où on peut monter, mais à ne jamais oublier ce que l'on ressentait. En étant au sol, et dans une petite maison rénovée à Charbonville, un ancien mineur aux poumons fatigués lisait un article sur son fils, pas le titan impitoyable, mais le bâtisseur, et pour la première fois depuis des années, il sourit d'une fierté sans mélange, une fierté non pas pour la fortune de son fils, mais pour son caractère retrouvé. La boucle était bouclée, non pas par l'oubli, mais par le souvenir et la rédemption.